du rapport, c'est de donner un horizon, une vision de long terme stimulante pour collectivement la sphère publique, la sphère privée, et qui va très au-delà des recommandations faites par la Commission dans son plan d'action, donc qui crée quelque part une force de traction et qui fait que le projet va pouvoir, le projet de l'Union des marchés de capitaux, va pouvoir continuer à avancer. Parce qu'on se rend compte, quelques mois après la publication du plan d'action de la Commission sur l'Union des marchés de capitaux, que le projet est sur un faux plat et a un peu de mal à avancer. Alors, Fabrice de Marigny a tout à l'heure indiqué que la perspective du Brexit jouait évidemment dans la dynamique du projet de l'Union des marchés de capitaux, mais dans ce contexte, je pense que c'est vraiment très précieux d'avoir ce genre de vision qui nous oblige à voir un petit peu plus loin et à se demander, au fond, quelle architecture financière veut-on pour l'Europe à long terme. Cela étant dit, je pense que toute la difficulté, c'est de réconcilier cette vision de long terme avec, ou plutôt de traduire cette vision de long terme en un plan d'action politique. Parce qu'on voit bien que certaines des propositions sont extrêmement ambitieuses et vont se heurter immédiatement aux réticences d'un grand nombre d'États membres, pas la France évidemment. Et donc il y a une question, voilà, qui est une question pas forcément de l'ordre de la réflexion économique, mais de l'ordre de la stratégie politique, qui est comment traduit-on cette vision d'intégration financière en un projet et un plan d'action concret, sachant que s'agissant de l'Union des marchés de capitaux, la vision qui prédomine, je pense, chez les différents États membres de l'Union européenne notamment, c'est pas tellement le désir d'atteindre une intégration financière plus importante, mais c'est avant tout l'objectif de fournir aux entreprises des sources de financement diversifiées. Et au fond, je crois que c'est plutôt ce deuxième aspect qui est moteur, disons, sur le plan politique. Et alors évidemment, pour atteindre cet objectif-là, on a besoin de davantage d'intégration financière, parce que plus les entreprises ont accès à un bassin de financement large, plus il leur est facile de trouver des financements à bas coût. Et donc voilà, il y a toujours cette tension entre intégration financière, que au fond, un certain nombre d'États membres ne veulent pas trop, et puis diversification des sources de financement des entreprises que tout le monde souhaite. Et je vais essayer un peu, dans ma brève réaction, de faire le lien entre ces deux pôles, et voilà, d'essayer encore une fois de montrer comment est-ce que cette vision de long terme peut se traduire concrètement dans des initiatives politiques. Alors, pour faire ça, je propose de reprendre la grille d'analyse, très utile, je pense, que vous avez choisi dans votre rapport, qui est comment faire en sorte que la révélation des prix, enfin le mécanisme de révélation des prix, et l'évaluation de la valeur des actifs s'améliore et permet des investissements transfrontaliers, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'exécution, comment faire en sorte que les transactions financières s'effectuent à des prix fairs, enfin équitables et efficaces. Et le troisième point, c'est ce que vous appelez l'enforcement. Donc je dirais, c'est le cadre général de sécurité juridique et de mise en œuvre des contrats. Alors, sur le premier point, sur le mécanisme de révélation des prix, d'évaluation des valeurs, en réalité, je pense qu'on peut suivre deux voies. La première voie, c'est un peu celle que vous avez choisie, c'est celle qui consiste à dire, prenons un investisseur slovaque qui veut investir dans une PME en France. Les normes comptables slovaques ne sont pas les mêmes que les normes comptables françaises. L'information de crédit que l'investisseur slovaque peut avoir sur la société française n'est pas la même que celle qu'il peut avoir en Slovaquie. Et voilà, il y a plein d'autres facteurs qui font que l'investisseur slovaque n'ira pas investir en France. Et donc ça plaide en faveur d'une harmonisation en fait, de l'infrastructure de données comptables, de données financières, de données de crédit, etc., qui permet au fond à un investisseur d'investir en dehors de ses frontières comme s'il investissait chez lui, enfin avec les mêmes informations que s'il investissait chez lui. Ça, je pense que c'est effectivement un objectif de long terme que nous partageons tout à fait. Simplement, ça va prendre beaucoup de temps. Et cet objectif, on ne pourra l'atteindre au fond que lorsqu'on aura atteint un degré d'intégration économique très important, qui va bien au-delà de l'intégration des marchés financiers. Et puis, enfin, ça suppose une intégration politique
de l'Union européenne très, très importante. Donc c'est un objectif de très long terme qu'il faut garder en vue. À moyen terme, je pense que la manière de contourner ces obstacles de différence de règles, de différence de standards, c'est de se reposer sur des intermédiaires financiers qui sont présents sur une base transfrontalière et qui sont capables en fait d'aller chercher l'épargne en Slovaquie grâce à leurs équipes en Slovaquie et d'allouer cette épargne en France grâce à des équipes d'investissement qui sont en France. Alors ce type d'intermédiaires, il existe déjà un peu. On a des grandes banques européennes qui sont capables de faire ce travail d'intermédiation. Alors elles le font pour les financements bancaires purs, mais elles peuvent tout aussi bien le faire pour les financements de marché, en agissant non pas via leur propre bilan, mais en agissant en tant qu'intermédiaire. Et donc je pense que cette dimension industrielle, en fait, c'est la meilleure réponse que l'on puisse apporter à court-moyen terme à ces problèmes d'asymétrie d'information ou de différence de type d'information, parce que seuls les acteurs pan-européens seront capables en fait, de jongler avec différents types de règles et de passer outre en réalité ces différences de règles. Alors évidemment, ça n'exonère pas d'une réflexion sur l'harmonisation à long terme des règles. Et là, je voudrais revenir sur deux des propositions. La première proposition, c'est sur les normes comptables. Alors on sait que c'est un sujet extrêmement délicat. Je pense que sur la question de l'harmonisation des normes comptables, il y a un sujet qui se cache derrière toutes les propositions qu'on peut faire, qui est le sujet de gouvernance, que vous avez un peu pointé du doigt en disant que, au fond, l'ESMA pourrait avoir un rôle là en tant qu'autorité des normes comptables, autorité de l'audit. Je pense que c'est une réflexion qui est extrêmement intéressante et qui doit, enfin, cette réflexion sur la gouvernance, elle doit être poussée en même temps que la réflexion sur l'harmonisation des règles. Parce qu'au fond, je pense qu'il est difficile pour des États d'accepter une harmonisation des règles s'ils ne maîtrisent pas la manière dont les règles vont être harmonisées. En réalité, tout le monde est pour l'harmonisation sur ses propres règles. Ce qui est difficile, c'est d'accepter une harmonisation sur des règles un peu différentes. Et ça c'est d'autant plus facile à accepter qu'on conserve une part de maîtrise dans la manière dont les règles vont être harmonisées. Donc je pense que ce sujet de gouvernance sur les règles comptables est extrêmement important. Et c'est ce qui permettra de déclencher l'harmonisation plus grande. Le deuxième point que vous mettez en avant, c'est celui de l'information financière et l'information de crédit. Alors sur l'information, en fait, je pense qu'il faut distinguer d'une part l'information brute sur voilà, sur l'état financier des sociétés, et puis l'information que j'appellerais retraitée, qui est l'information de crédit, qui permet à partir de, voilà, de certaines données, de bilan, de compte de résultats, etc., de déterminer quelle est la qualité de crédit d'une entreprise. Sur le deuxième point, on a en France un système public, FIBEN, qui est piloté par la Banque de France, mais on n'est pas sûr qu'en réalité, la bonne solution soit de répliquer ce système un peu partout en Europe et de mutualiser ces réseaux, parce qu'on voit beaucoup d'initiatives du secteur privé tendant à fournir de l'information de crédit de manière très efficace et très automatisée. Donc on a notamment pas mal de plateformes de crowdfunding qui ont développé des outils de crédit, d'analyse de crédit scoring, qui sont en réalité assez efficaces. Et donc il y a sans doute de la valeur à laisser l'initiative privée ici se développer, tout en maintenant bien sûr les infrastructures publiques qui existent déjà. Sur les données brutes, là je crois que on ne pourra pas forcer les entreprises qui ne veulent pas donner leurs informations brutes au marché à le faire. Et vous avez notamment en Allemagne, par exemple, beaucoup de réticences d'un certain nombre d'entreprises du Mittelstand à publier de l'information brute sur leur compte, leur bilan, etc. Simplement, les entreprises qui veulent se financer sur les marchés, on peut facilement leur expliquer que si elles veulent se financer sur les marchés, il faut qu'elles publient de l'information. Donc sur une base volontaire, je pense qu'on peut attirer un certain nombre d'entreprises et donc permettre à ces entreprises de se financer plus facilement, mais ça ne peut pas être, on ne peut pas imposer ça à l'ensemble des entreprises. Alors je passe maintenant au deuxième point qui est l'exécution. L'exécution, donc la capacité à effectuer les transactions financières, en fait à bas coût et dans des conditions équitables.
là, je crois, dans votre rapport, je crois que vous insistez beaucoup sur le marketing, la distribution, et ce sont effectivement des aspects très importants. Je crois qu'il y a un autre aspect qui est extrêmement important et sur lequel on peut faire beaucoup de progrès assez rapidement, c'est le domaine des infrastructures de marché. Parce que les transactions financières, elles passent assez largement par des infrastructures de marché, même lorsqu'elles sont négociées de gré à gré, parce qu'elles passent in fine dans un dépositaire central, des titres, enfin un système de règlement de livraison. Et là, en matière d'infrastructure de marché, on a une initiative extrêmement structurante de la BCE qui vise à harmoniser les modes de fonctionnement de l'ensemble des dépositaires centraux de titres en Europe. Donc on aura grâce à ce système Target to Security, on aura une tuyauterie, entre guillemets, harmonisée au niveau européen. Et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour continuer à faire des progrès. Et par exemple, pour parler des UCITS, vous avez mentionné, dans votre rapport, vous mentionnez les UCITS. On se rend compte en regardant d'un peu près que la manière dont on transfère des parts d'UCITS n'est pas du tout harmonisée au niveau européen. Vous avez le système luxembourgeois, où vous venez avec un agent de transfert, vous envoyez des fax et les parts de UCITS se transfèrent de la sorte. Vous avez un système français qui repose sur la circulation des UCITS, comme les titres financiers, par la tuyauterie habituelle des marchés financiers. Ces deux systèmes sont complètement incompatibles. Et donc là, il y aurait une vraie valeur à ce que les modes de circulation des parts de UCITS soient davantage harmonisés. Alors, ce n'est pas forcément un sujet législatif, c'est plutôt un sujet de convergence industrielle. Mais ça permettrait de vendre et d'acheter des parts de UCITS sur une base transfrontalière, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Ça, je pense que c'est un aspect assez important et sur lequel on devrait pouvoir progresser assez rapidement. L'autre aspect que nous jugeons pour notre part extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la Consolidated Tape, difficile à prononcer en anglais, qui est l'infrastructure de données qui permet d'avoir une vision agrégée des opérations qui se passent sur l'ensemble des plateformes européennes. Et on sait qu'il y a beaucoup de plateformes européennes. Alors ça nous paraît être un point extrêmement important, parce que ça accroîtra considérablement la capacité des investisseurs à savoir quel est le meilleur prix pour réaliser une transaction, y compris sur une base transfrontalière. Et là, contrairement à ce que je disais sur l'information de crédit, pour la Consolidated Tape, on pense qu'il y a sans doute un cas pour mettre en place une infrastructure publique, ou en tout cas soutenue par les pouvoirs publics, parce que pour que la Consolidated Tape fonctionne bien, il faut qu'elle soit exhaustive. On peut avoir des opérateurs privés qui donnent une information relativement proche de celle de la Consolidated Tape, mais sur une base non exhaustive. Mais pour atteindre l'exhaustivité, il faut sans doute une infrastructure publique. Et donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. J'en viens maintenant au troisième point, qui est le cadre général de sécurité juridique, l'enforcement, que vous avez souligné, enfin vous avez indiqué que c'était vraiment le maillon faible de la chaîne, et je pense que nous partageons largement ce constat au Trésor. Je voudrais revenir sur 4 points que vous avez mentionnés. Le premier, c'est la supervision. Alors, la supervision, c'est évidemment très important. C'est assez logique de se dire finalement les risques vont traverser les frontières, et donc il faut qu'on ait une capacité sur une base transfrontalière à surveiller les risques. Maintenant, le point de départ du plan d'action de la Commission européenne, c'était pas de changement de supervision. La position de la très grande majorité des États membres, c'est pas de changement de la supervision. Donc je pense que sur ce sujet-là, une approche frontale consistant à dire on veut transférer la supervision au niveau européen, ça ne produira pas de résultat. En revanche, et c'est je crois ce qu'avait proposé Fabrice de Marigny dans son rapport, c'est les textes européens qui encadrent les différentes activités financières, ils sont revus très régulièrement. À chaque fois qu'on revoit un texte, en fait, il faut se demander, est-ce que le marché qui est couvert par ce texte, les CCP, les plateformes de négociation, les fonds UCITS, les prospectus, etc., est-ce que le marché est tellement pan-européen qu'il est justifié en réalité de confier la supervision à une autorité centralisée, ou est-ce que ça n'est pas encore mûr? Et je pense que c'est par cette approche au cas par cas qu'en réalité, on peut transférer à l'ESMA
lorsque cela est justifié, lorsque cela paraît opportun, des pouvoirs, sans pour autant forcer un transfert. Et je voudrais ici insister sur un point qui n'est pas un point de raisonnement économique, mais plutôt un point de raisonnement industriel, si je puis dire. Le régulateur de marché, il agrège autour de lui les acteurs qui le supervisent. Il agrège autour de lui une communauté d'avocats, de conseils, etc. Et donc, il y a un effet agrégateur très fort. Et donc, aujourd'hui, la principale place financière en Europe, c'est Londres. L'ESMA est à Paris. On voit bien que dans la situation actuelle, transférer en masse des compétences à l'ESMA, à Paris, c'est quelque chose d'un peu bizarre, compte tenu du fait que le centre de gravité des marchés financiers est à Londres. Et donc, ou bien on dit que l'ESMA va à Londres, mais c'est très insatisfaisant, ou bien on dit que l'ESMA a davantage de pouvoir, voilà, je souhaite juste pointer du doigt un paradoxe, qui est la proximité entre le régulateur et les régulés, qui peut difficilement être obtenue dans le cadre de l'équilibre économique politique européen actuel. Le deuxième point, c'est celui des sanctions. Et là, je crois que vous pointez du doigt un sujet extrêmement important qui a été très peu mis en avant jusqu'à maintenant. En fait, dans les règlements ou les directives un peu anciens, on a un mécanisme de sanctions administratives complètement harmonisé. Et donc, vous aviez, dans ces textes des années 2000, des dispositions qui disaient « l'autorité nationale inflige une sanction d'1 million d'euros dans tel et tel cas ». Et il y a quelques années, les pays nordiques, pour des raisons constitutionnelles, enfin juridiques, se sont beaucoup battus pour que les États aient le droit, à la place des sanctions administratives, ou en complément, de mettre en place des sanctions pénales. Alors, ça peut paraître relativement neutre, mais en réalité, la matière pénale n'est pas du tout harmonisée au niveau européen. Donc le résultat de cette évolution, c'est que vous avez aujourd'hui des pays qui appliquent les sanctions administratives harmonisées, et on négocie férocement les plafonds, les modalités d'application des sanctions, mais tout ça ne sert à rien, ou en tout cas l'effet, le résultat de tout ça est relativement limité, parce que vous avez des pays qui disent « mais non, moi je n'applique pas de sanctions administratives, parce que ma constitution me dit que je dois prévoir des sanctions pénales, et ces sanctions pénales, en fait, c'est moi qui les détermine, comme je veux. » Et donc là, on a un vrai problème d'harmonisation des modalités de sanctions qu'il faudra résoudre. L'extrême difficulté tient à ce que, dans le même temps, la Cour européenne des droits de l'homme vous dit vous n'avez pas le droit d'avoir à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour les mêmes faits. Et donc, en réalité, même si on promeut les sanctions administratives, dans la mesure où certains États doivent avoir des sanctions pénales pour des raisons constitutionnelles, ils ne peuvent pas avoir en même temps des sanctions administratives, et donc le problème est quasiment insoluble. Mais je pense que c'est quand même un point d'attention qu'il faut garder, parce que ça crée des vraies différences de conditions d'investissement d'un pays à l'autre. Les deux derniers points que je voudrais brièvement mentionner, c'est ce qu'on pourrait appeler l'infrastructure juridique, avec notamment le droit des titres et le droit de la faillite. Alors là encore, ce sont deux sujets profondément enracinés dans, enfin vous l'avez rappelé, hein, dans les traditions juridiques, les pays de tradition civile d'une part, les pays de common law d'autre part, et puis s'agissant du droit des faillites, les cadres nationaux reflètent des préférences sociales très différentes d'un pays à l'autre. Dans certains pays, on préfère, on privilégie l'investisseur, le créancier. Dans d'autres, on privilégie les salariés. Et je pense qu'à moyen terme, il n'est pas réaliste d'espérer faire converger ces préférences sociales différentes. Simplement, sur le droit de la faillite, comme vous l'avez signalé, en réalité, le plus important, ça n'est pas forcément d'harmoniser, c'est qu'un créancier slovaque qui détient une créance en France sache, en cas de faillite, combien de temps les procédures vont durer, combien de temps il faudra pour récupérer une partie de sa créance, quel est le pourcentage de la créance qu'il va récupérer, et troisièmement, quel va être le coût de la procédure. Je pense que ce sont les trois éléments vraiment déterminants. Et ça, on
on peut obtenir ce résultat, je pense, sans harmoniser les différents régimes, mais simplement en adoptant une approche européenne qui fixe des principes ou des objectifs. Et je crois que c'est ce que la Commission européenne a l'intention de faire dans le cadre de son initiative sur le droit de la faillite. Et c'est une approche que la France soutient très fortement. Chaque pays améliore la manière dont les investisseurs peuvent connaître le coût, la durée et le taux de recouvrement des créances. Mais ensuite, ça peut varier d'un pays à l'autre, et à la limite, c'est pas grave, parce que les investisseurs savent que s'ils investissent en Italie, ça va leur prendre un peu plus de temps, qu'ils vont récupérer peut-être un peu plus de leurs créances que s'ils investissent en France. Donc ça devient un élément de valeur, de valorisation des actifs sous-jacents. Voilà. Donc je pense que c'est cette approche-là qui a le plus de chances de prospérer à moyen terme. Alors s'agissant du droit des titres, là encore, il y a des traditions juridiques extrêmement différentes. Il y a eu de nombreuses tentatives de les réconcilier depuis 20 ans et ça n'a jamais marché. Je pense que le plus important, là encore, c'est que les investisseurs sachent clairement quels droits ils ont et quel droit est applicable. Et donc, au fond, ça renvoie à la question des règles de conflit de loi. Faire cohabiter 28 droits du titre différents, ça n'est pas si grave que ça, dès lors qu'on a une connexion entre les différents systèmes et qu'un investisseur sait s'il est couvert par le droit français, le droit allemand, etc. Et je dirais que c'est d'autant moins grave qu'il y a quand même une tradition commune, au moins en Europe continentale, avec des règles de propriété des titres qui sont très proches les unes des autres. Donc le coût politique d'une harmonisation, enfin l'effort politique d'une harmonisation excède sans doute le bénéfice économique qu'on retirait de l'harmonisation. Donc je pense que cette approche pragmatique de règles de conflit de loi permet en fait de traiter quasiment tout le problème.